Imaginez votre héros idéal. Tout doucement, vous lui donnez une personnalité, une voix et un but vers lequel il se dirigera pour toujours. Ou pas. Mais fondamentalement, votre héros vous représente. Il est votre vision et une réflexion de vos pensées les plus profondes. Il peut être fort ou faible selon vos envies, vertueux ou même haineux. Mais il reste le cumul de vos ressentis sur le comment vivre sa voix. Et maintenant, vous voulez le rendre le héros de votre histoire. Mais la réception des lecteurs n'est pas ce que vous attendiez. Ils n'ont pas du tout la même appréciation de votre héros comme vous l'aviez imaginé. Et vous vous posez des questions. Pourquoi le lecteur ne comprend pas mon personnage? Pourquoi il est critiqué autant? Pourquoi les lecteurs parlent de défauts dont je n'avais pas anticipé la réaction? Quelque chose ne passe tout simplement pas avec votre héros. Eh bien, je vais vous partager un secret. En réalité, nous sommes tous des héros. Quand je parle de héros, je parle au singulier. Et j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet important pour les jeunes auteurs. Le critère le plus important dans ce qui rend quelqu'un un véritable héros. C'est une théorie que j'aimerais avancer. Un héros se bat seul. Mais vous vous dites, pourquoi seul? Est-ce que ça change quelque chose si mon histoire a plus qu'un héros? Je sais que ça a l'air lourd comme idée, mais j'aimerais expliquer mon point de vue sur ce sujet qui pourrait bien prendre plusieurs vidéos pour en explorer toutes les facettes. La prochaine vidéo sera encore plus complémentaire à celle-ci, qui parlera du mécanisme d'empathie chez l'homme, et comment faire en sorte que le lecteur ressent un haut taux d'empathie avec le héros ou d'autres personnages, car pas tout le monde a le même niveau d'empathie. Quand un héros fait face à l'ultime dilemme, la décision qu'il prend est encore plus intéressante. Et j'aimerais souligner que le dilemme doit être un dilemme que seul le protagoniste peut résoudre. Sinon, ça n'aurait aucune importance. Si tout le monde, par exemple, peut résoudre le problème auquel le héros fait face, il n'y a aucune raison pour suivre votre héros. La règle d'or de l'histoire, c'est que le protagoniste doit avoir la capacité de résoudre le problème dans lequel on le pose, consciemment ou inconsciemment. Dit comme cela, vous pensez sûrement que c'est un facteur limitant, mais au contraire, le but étant que vous devez créer des obstacles à votre personnage auxquels il peut survivre. Voilà comment et pourquoi un héros se bat seul. Et c'est ça qui le rend beaucoup plus intéressant à suivre. Je dirais même qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui poursuit quelque chose d'important pour lui-même. Peu importe si la société désapprouve. Les meilleurs héros de la vraie vie ne recherchent pas de gain. Ils risquent leur perte dans la désolation et la solitude, mais ils suivent l'appel de la vérité en eux. Ces gens-là sont vraiment des héros. Ce sont eux dont on veut voir l'ultime décision, celle qui prendront par eux-mêmes dans l'histoire. Bien sûr, je ne parle pas seulement d'un seul héros. Ce concept du héros qui se bat seul peut être donné à tout un cast de personnages. Et j'aimerais être précis et m'aventurer à dire que fondamentalement, les personnages qui ne peuvent pas se battre seuls, sans l'aide d'autres, ne peuvent pas être de vrais héros. Quand le lecteur ou l'audience voit un héros forcer d'autres personnages à lui venir en aide, bien trop souvent, il pense « Eh mais ne compte pas sur les autres, bats-toi tout seul !» Et je pense que même quand des alliés sont présents, si un combat éclate, les héros n'ont personne d'autre à se rallier qu'eux-mêmes. Ou sinon, purement et clairement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être le héros de votre histoire. En réalité, ce concept est très bien représenté dans cette scène de My Hero Academia, juste avant le clash final avec Musclor. Je dirais aussi que le plus grand représentant de cette idée que les héros combattent seuls, Jotaro de Jojo Bizarre Adventure est le meilleur exemple d'un héros qui ne compte que sur son habileté. Il est tellement reliant sur lui-même que le voir avec sa main dans sa poche au milieu d'un combat impose le respect. Jotaro Joestar est l'un des meilleurs exemples du héros qui se bat seul, et dans lequel le lecteur veut voir ce qui se passera dans le prochain combat. Mais je pense que j'ai besoin de plus que ça pour vous convaincre, et parler un peu de mythologie à une époque où les histoires n'avaient aucune règle, et pourtant résonnaient avec les gens d'autrefois jusqu'à aujourd'hui. Je veux parler de l'histoire du monomythe.
J'aimerais parler de deux types d'inconscience. Comme je viens de vous dire juste avant, il y a cette sensation bizarre qu'un lecteur a lorsqu'un personnage tente de compter sur les autres pour régler ses problèmes. En quelque sorte, il est en train de rechigner son appel à l'aventure en demandant de l'aide pour accomplir un objectif. Je m'explique. Je vais vous parler de deux types de conscience que toute personne a et qu'un auteur doit au minimum comprendre pour écrire quelque chose qui touche n'importe quel homme ou femme de n'importe quelle culture. Il y a ce qu'on appelle l'inconscience personnelle. L'inconscience personnelle est fait d'éléments composés de l'expérience de l'individuel au cours de sa vie. Et la deuxième, c'est l'inconscience collective, qui contient des éléments et des structures cognitives qui ont évolué durant l'histoire de l'humanité. Et tout le monde, sans exception, continue d'avoir cela, même de nos jours, et en plus de façon inconsciente. L'une des meilleures preuves de ce que j'avance est le développement naturel à comprendre les archétypes de personnages, comme les symboles d'une histoire. Car les symboles anciens des mythes ne sont pas le fruit d'une fabrication de personnages, mais bien le fruit de l'inconscient. Exemple, le guerrier représente le courage. Jusqu'à aujourd'hui, cela est encore vrai. Un héros représente l'espoir. Si je vous dis l'ombre, le monstre ou le père, quelle forme prend-il dans votre conscience? Chaque archétype prend une forme distincte dans votre inconscient. Et cela, malgré vous, c'est fondamentalement des symboles que chaque personne peut reconnaître, peu importe d'où ils viennent ou la culture où ils sont nés. Donc, lorsqu'on fait un héros et qu'il ne peut résoudre absolument rien ou est incapable de s'en sortir par lui-même, cela parle directement à l'inconscient du lecteur qui réagit instinctivement à ce qu'il voit. Il n'arrive pas à voir ou regarder votre personnage comme un héros. Ce que je veux expliquer, c'est qu'un héros se bat seul pour une bonne raison. L'histoire et son voyage. Peu importe le nombre de personnages importants que vous voulez rajouter, l'histoire de votre héros est fondamentalement son histoire. Et donc, aussi sa quête personnelle. Si le héros ne fait pas en sorte d'avancer par lui-même, cela clash fondamentalement avec l'inconscient du lecteur. Tout cela, en réalité, est une question de balance et de connaissance. Toute l'histoire qui explore le psychique collectif et l'inconscient des lecteurs sont des histoires qui marchent et qui résonnent profondément avec votre public. Mais je parlerai de l'aventure du héros dans une très prochaine vidéo où on explorera Le héros aux 1000 visages, un livre de Joseph Campbell. J'espère pour l'instant vous avoir convaincu qu'un héros se bat seul pour une bonne raison, car son aventure est bien son histoire personnelle et son propre voyage. Même si un groupe entier vont vers la même destination, votre personnage doit garder ses propres buts, même s'ils sont fondamentalement différents de leurs alliés. Par exemple, prenons Giorno Giovanna dans la partie 5 de Jojo. Ici, Giorno veut devenir le boss de Passion, le gang qui sévit en Italie. Et même quand des combats prennent place en groupe, Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo, a bien compris le design de l'aventure du héros et qu'un héros fondamentalement se bat seul pour arriver à sa destination. Mais je ne dis absolument pas que vous devez empêcher vos personnages de s'entraider, mais seulement de ne pas les rendre incapables de s'aider eux-mêmes ou de suivre leur objectif. Voilà un trait que tous les héros partagent. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir vu et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais vous montrer les miniatures des prochaines vidéos qui arriveront très prochainement et si vous pouvez mettre un like à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai l'intention aussi de faire une vidéo un peu spéciale très bientôt, mais je pense que ça va ressortir un peu de drama par rapport à tout ce que je vais dire sur cette série. Mais ça va être une vidéo très bien conçue et très bien éditée. Mais il faut que j'en parle. C'est quelque chose dont je dois parler. Donc la prochaine vidéo, on parlera, ça n'a rien à voir avec la vidéo controversielle, hein, mais on parlera de l'anime Goblin Slayer. On fera un breakdown de toute la saison et on parlera de toutes les techniques qui ont été utilisées pour écrire la première saison de Goblin Slayer. Et on sautera directement au topic
un peu chaud après cette vidéo sur Goblin Slayer. Et j'aimerais en fait commencer une petite série où chaque fois qu'un animé finit son run de saison, on va à peu près analyser toutes les facettes que j'ai appréciées du show. Par exemple l'évolution du personnage ou l'évolution de la narrative. Et Goblin Slayer, il y aura bien plus qu'une vidéo. Et en plus on va aussi parler de Sword Art Online et de la différence fondamentale qu'il y a entre Alicization et la première saison. Et on va en parler lorsque j'aurai mes idées en place parce que là je les ai pas du tout. Bon, à part ça, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.